Alors 2 semaines d'arrêt pour l'émission, mais la saison NBA, elle continue et nos Français continuent également à s'illustrer, à performer de manière un petit peu diverse. On va en parler ensemble et on va surtout s'arrêter sur la saison de Nicolas Batum. On n'en a pas parlé encore énormément ensemble. Nicolas Batum, français que vous connaissez, qui évolue maintenant du côté des Clippers de Los Angeles, qui fait plutôt une bonne saison. Voilà la présentation de Nicolas Batum, un joueur expérimenté maintenant, 34 ans pour Nicolas Batum. Voilà les stats en carrière, c'est quasiment 11 points, 5 rebonds et 3,4 passes. Nicolas Batum drafté du côté de Portland, qui a grandi aussi du côté de Charlotte et maintenant un joueur de Los Angeles. Comment analyser un petit peu la saison de Nicolas Batum? Il sort du banc depuis la saison dernière maintenant, mais il semble s'être acclimaté à son nouveau rôle. Retour de Kawhi, retour de Paul George, et on trouve un Nicolas Batum qui continue de performer, notamment à 3 points, avec des pourcentages qui s'élèvent. De toute manière, si ce n'était pas à 3 points, dans quel autre registre pourrait-il vraiment être performant à l'heure actuelle? C'est-à-dire qu'il faut aussi vivre avec son temps. La carrière d'un joueur, c'est évolutif aussi avec sa fraîcheur physique et avec l'âge qui grandit tout simplement. Donc quand on est un arrière, il faut savoir se réinventer ou en tout cas trouver les spots dans lesquels on peut rester performant une éternité. Et le sport du basket, c'est l'adresse extérieure. Je me souviens de mon ancien entraîneur, coach Antic, Nicolas Antic, jusqu'à 40 ans, il continuait à enfiler les banderilles de loin sur les parquets de Pro B, parce que quand on a un bras, on peut exister. Nicolas Batum, il a un bras. Et donc, il a continué à peaufiner cet art. Ouais. Et il n'a plus besoin d'être dans les intervalles tout le temps. Il n'a plus besoin d'aller au cercle. Il est toujours précieux en défense. Mais le tir, c'est là où il a pu vraiment amener ce petit plus. Et c'est parfait dans ce rôle-là. 40% cette année, Fred. 40%, là où il tourne à 36% en carrière. Il l'a dit lui-même, il a travaillé justement sur le réception armée déclenchée pour être en mesure, sur les fins de possession comme ça, de pouvoir être efficace. Comment tu évalues cette capacité, encore à 34 ans, à progresser sur le tir? Déjà, pour moi, Nico Batum, c'est le glue guy de base. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il kiffe le rôle qu'il a actuellement, parce qu'il n'a plus cette pression de devoir mettre des points, ce qu'il n'a jamais vraiment aimé, parce qu'il a fait, parce qu'il a été un peu obligé, pour faire une carrière, il a été un peu obligé de le faire. Donc maintenant, il se dit, je vais faire le glue guy de base, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais m'éclater, je vais faire ce que j'aime, mais sur quoi je peux progresser en tant que glue guy? Je suis à 3 points, effectivement. Ça peut être un truc intéressant. Cet été, il n'est pas allé en équipe de France. Je pense qu'il a travaillé sur ça pour progresser encore et pour apporter encore plus dans ce rôle, encore une fois, où il excelle. Il attend le ballon, il prend le shoot, et encore une fois, il laisse le match venir à lui. Et c'est là qu'il est le meilleur, Nicolas Batum. Et encore une fois, ça se voit aussi qu'il adore ça. Il faut comprendre qui tu as autour de toi, Sylvain. C'est-à-dire que son rôle, c'est pas d'être créateur, le créateur principal ou le scoreur principal. Il est déchargé de ça. Il est complètement déchargé de ça. Mais par contre, pour être pertinent dans le jeu et avoir cette importance qui permet aussi aux Clippers d'être plus que candidat dans les playoffs, c'est comment est-ce que je peux, moi, amener un danger. Et le tir extérieur, quand tu as 2 stars qui sont des joueurs de triple menace. T'as des créateurs. En fait, il a des créateurs autour. Donc il se dit, le mieux, c'est que de temps en temps, j'attends dans mon corner tranquillement et que j'enfile les filoches. Tu travailles l'été, tu progresses, tu es meilleur encore dans ce spot, tout est parfait. On sent Nicolas Batum s'épanouir rapidement, Melvin, dans son rôle de 6e homme et donc, du coup de défenseur et puis capable de prendre des tirs à 3 points, même en fin de possession. Est-ce que tu considères qu'il est peut-être encore là dans l'une des meilleures saisons de sa carrière par rapport à ce que tu le vois faire? Il n'est pas dans l'une des meilleures saisons de sa carrière, parce que je pense que le Batum des premières années à Charlotte, des dernières années à Portland était plus fort parce qu'il avait plus de responsabilités. Mais je pense qu'on ne peut pas juste regarder les stats quand il s'agit de Nicolas Batum. Alors évidemment, les 40 points à 3 points, c'est très bien. Mais moi, ce qui est toujours important avec Nicolas Batum, c'est que c'est le joueur qui fait le lien entre une possession qui est moyenne et une bonne possession. C'est le joueur qui va recevoir une balle de Paul George, qui va transférer à l'opposé pour continuer avec le jeu, pour continuer que la possession continue. Et ça, c'est pas dans les stats, mais c'est extrêmement important. Et aussi, Ty Lue peut lui demander de jouer 5, de jouer 3, de jouer 4, de jouer meneur remplaçant. Il peut tout faire et c'est génial pour les Clippers.
On enchaîne, deuxième Français, Killian Hayes, que l'on a évoqué ici il y a encore quelques semaines, qui s'est illustré pendant notre pause en montrant un petit peu les muscles. Alors il va bien sur le terrain, Killian Hayes, puisqu'il il performe, il a même fait d'ailleurs sa meilleure ligne statistique au niveau des points là, récemment, mais il se fait aussi justice lui-même. Contre les Sixers, où il met 26, c'est ça? Exactement, contre les Sixers. Avec un bon pourcentage en plus. Merci de la précision. Joueur qui progresse, les stats d'ailleurs qui s'affichent, quasiment 10 points, 38% au tir, 5 passes et 3 rebonds, mais c'est en constante amélioration. Surtout, les stats en moyenne sur la saison ne traduisent pas de la forme actuelle qu'il a, parce qu'il faut se souvenir de son il part de très bas, très difficile. Exactement. Voilà. Il s'est fait justice lui-même, notre ami Kylian, dans un échauffourée avec l'extérieur des L'Allemand. L'Allemand, d'ailleurs. Franz Wagner, ouais, de Orlando Magic. Avant de vous poser la question de savoir si on peut se faire justice soi-même sur un terrain, je vous propose quand même de regarder quelques petites images. On va se poser sur un homme qui était sur le terrain encore il y a quelques années et qui n'avait pas hésité à mettre quelques claques pour se défendre. Ça arrive. Et ce bruitage, il est magnifique. Bon, allez voir sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être encore l'image de Killian Hayes. Est-ce qu'il a eu raison Angelo, de se faire justice lui-même. Mais je crois qu'il s'appelle Kylian Sakarakis Hayes, non? C'est pas ça? Le sang chaud. Alors, je ne prône pas du tout l'agressivité ou la violence, ni même la vengeance dans l'absolu, mais c'est plus par rapport à l'action. Si on regarde quand même la faute de Wagner, ouais, elle est vraiment dangereuse. C'est pas juste il a été émotif, donc il a réagi à chaud, il a voulu se faire justice. C'est quand même une action où il se rattrape plutôt bien. Il aurait pu se faire très mal. C'est les situations où on sort du terrain, on peut se faire une cheville. Kylian est poussé vers son banc en plein élan. Il est poussé dans les tribunes. Voilà. Il est à pleine vitesse et en plus, pour le coup, quand il est sur les interceptions, il anticipe bien les lignes de passe dans les intervalles, il se projette très rapidement, donc il est en plein sprint. Il y a absolument zéro maîtrise au niveau de sa vitesse, donc l'impact est vraiment volontaire. Et on voit en plus Wagner, le je m'en foutisme de l'action, il ne se préoccupe pas du tout de la gravité du son geste. C'est-à-dire qu'il fait le truc et il se détourne complètement même de ce qui peut se passer à Hayes. Donc à ce moment-là... Ah oui ou non? Voilà. Oui, non. Pour moi, je comprends. Okay. Je ne dis pas il faut, mais je comprends. Moi, je suis beaucoup moins mesuré. Oui. Il faut. Il faut? Il faut, parce que pour deux raisons. La première, Hayes, il sait très bien ce que c'est qu'être blessé. Il a été blessé longtemps. Et je pense qu'il a dû forcément, ça a dû lui trotter dans la tête à ce moment-là. Il se dit... Il faut envoyer un message en disant et la NBA, c'est la jungle. Et les gars, la NBA, c'est la jungle. Si tu ne fais pas respecter, ils vont lui marcher dessus à chaque fois. Il a très bien fait, je suis très content. Moi, je ne suis pas comme Angelo, je prône la violence quand on reçoit... Alors, non, pas directement, mais quand elle est justifiée. Encore une fois, on t'attaque, mais il y a réaction. Je ne demande pas à ce qu'il attaque les gens, Kylian Hayes, mais qu'il montre qu'il est là, qu'il est présent. C'est important en NBA. Bon, 3 matchs de suspension pour Kylian qui sont sûrement déjà écopés, puisque ça s'est passé il y a encore quelques semaines de ça. Melvin, je te fais pas réagir, mais je te lance tout de suite sur Evan Fournier, qui revoit un petit peu le terrain. Evan Fournier, après 22 matchs non joués d'affilée, c'est une première pour lui dans l'histoire de sa carrière, plus de 10 ans NBA pour Evan Fournier, titulaire indiscutable du côté d'Orlando, arrivé aux Knicks avec un vrai rôle C'était une recrue star. Recrue star, donc rôle en constante évolution malheureusement vers le bas. 22 matchs donc vus depuis le banc de touche pour Evan. Ça va mieux depuis. Question simple, est-ce que le fait qu'il revoie le terrain le relance un peu dans la rotation, dans la tête de Tom Thibodeau, ou est-ce qu'il faut penser à un trade pour Evan pour repartir du bon pied dans un nouveau projet où on lui fera de nouveau confiance? Alors, il faut remettre en contexte les raisons de son retour dans la rotation. Il a bénéficié et bénéficie encore de la blessure de RJ Barrett. Et quand il revient sur son premier match à San Antonio, il y avait d'autres joueurs blessés. Donc, je pense que c'est principalement pour cette raison. Je pense toujours qu'il n'y a aucun avenir, malheureusement, pour lui à New York. Et j'espère qu'il va se faire trader sur le plan sportif. Et je pense que aussi pour les Knicks, si tu veux trader un joueur et essayer de récupérer peut-être un premier tour de draft ou plus, faut peut-être aussi le montrer. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça pour son retour en jeu ou son retour dans la rotation chez les Knicks. Alors, les stats cette saison chez les Knicks, il est un peu dans le dur quand même. Evan, c'est 7 points, 35% au tir, pour un joueur dont on attend justement en fin de possession qu'il soit capable de sanctionner. Même si on sait qu'Evan, c'est pas qu'un shooter. Il ne prend pas les mêmes tirs, il n'est pas dans le même registre, il n'est pas en confiance, il n'a pas forcément les ballons, il a un temps de jeu bizarre. C'est son temps de jeu principalement. Oui, mais... Evan, il a besoin de temps, d'être sur le terrain, qu'on ait confiance en lui. Encore une fois, quand tu dis qu'il est arrivé au bon endroit
pour que ses qualités soient mises en avant, je ne suis pas d'accord. Thibaudot, il a dit, tu es un shooter. Sauf que Evan Fournier, c'est un peu plus que ça. Je crois aussi. Et le restreindre à être seulement shooter, déjà, l'année dernière, je ne suis pas sûr que ça lui ait vraiment plu à Evan Fournier de jouer que ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu en équipe de France, où on l'avait vu moins percutant à cause de cette période-là. Et ensuite, un shooter qui joue 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est impossible de trouver le rythme. Merci. Impossible de trouver le rythme. Mais par contre, je suis complètement d'accord. Pour moi, on est en train de vendre le marché en disant, regardez, il existe encore, il est encore vivant, il est tradé quand vous voulez. Il faut mettre en avant son professionnalisme. Il l'avait dit lui-même lors de son interview avec Antoine. Professionnel d'ailleurs. Tu peux ne pas aimer Evan Fournier, vraiment, mais tu peux respecter le mec, concrètement. Il est revenu sur le terrain, très beau t-shirt d'ailleurs. Hein. Oui, pas mal. Très beau t-shirt. 29 décembre, retour en jeu le 29 décembre, 17 minutes de temps de jeu, 11 points. Rentable quand même. Mais il l'a dit, il l'avait annoncé. Moi, tout ce que je peux faire, c'est continuer ma routine, être prêt. Et alors, je ne sais pas, Fred, si toi tu l'as vécu dans ta carrière. À titre personnel, je l'ai vécu. J'ai déjà été relégué au bout du banc durant une période de ma carrière. Et sur une saison, avoir une opportunité qui s'est présentée à moi, avoir saisi cette opportunité, et ça a changé drastiquement ma saison. Ou alors, ça m'a permis de rentabiliser le peu d'opportunités que j'ai eues, ce qu'est en train de faire Evan. Et on n'a pas le choix, en fait. Et en tant que shooter arrière, selon les configurations d'équipe dans lesquelles on se retrouve, Evan a souvent été un starter et un joueur leader. C'était une recrue phare telle qu'on l'a dit. Maintenant, il se retrouve dans un rôle qui n'est pas le sien habituellement. Et il est resté pro, prêt. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir performer. Il a souvent un problème, Evan Fournier. Et c'est un des problèmes que moi, je lui reconnais très facilement, c'est qu'il parle trop. Il parle trop d'habitude, il s'exprime trop sur tous les sujets. Ouais. Là, le mec a été pro. Il n'a pas dit un mot, il a juste fermé sa bouche et il a travaillé, malgré la situation. Juste respect, quoi. Respect, on espère justement que cette situation on lui souhaite, soit profitable. Débloque, quoi, ouais. Exactement, que ce soit à New York ou ailleurs. Ailleurs, on le souhaite ailleurs. Bon, c'est dit. Ailleurs. C'est dit, on va suivre pas pour sa famille, parce que... Non, mais on parle vraiment purement de basket. Après, moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances de sa famille, etc. Mais d'un point de vue de basket, il mérite mieux.